Un trou d'environ la taille de la Suisse ou de la Caroline du Sud réapparaît sans cesse dans la glace antarctique. Cette ouverture s'agrandit progressivement et il a fallu près d'un demi-siècle aux scientifiques pour en percer la cause. Ils ont trouvé la réponse avec l'aide de phoques. Les chercheurs ont repéré pour la première fois cette brèche, appelée Polynie de Maud Rice, dans la mer de Weddell en 1974. L'affaire semblait close lorsque le trou s'est résorbé, mais il est revenu les 2 années suivantes, puis de nouveau en 2016. Ce trou gigantesque se situe près de Maud Rice, une montagne sous-marine. Ce type d'ouverture, appelée Polynie, est une zone rare d'eau libre entourée d'une épaisse banquise. En Antarctique, lorsque l'hiver s'installe, la surface de l'océan gèle et la glace s'étend sur une aire presque 2 fois plus vaste que les États-Unis continentaux. Le long des côtes, des ouvertures apparaissent chaque année lorsque de puissants vents chassent la glace au large. Il est en revanche beaucoup plus rare que de telles brèches se forment en pleine mer, à des centaines de kilomètres des terres, au-dessus d'eaux très profondes. Des chercheurs de plusieurs universités se sont regroupés pour étudier la Polynie de Maud Rice à l'aide de modèles numériques et d'images satellites. Ils ont même fait appel à des phoques antarctiques. Ces animaux portaient de petits casques munis de capteurs sur leur tête ronde et velue. Grâce à ces phoques scientifiques, l'équipe a recueilli des données directement à la source. Les chercheurs ont alors montré que le trou résultait d'une combinaison complexe de facteurs. Vent, courant marin et relief du fond océanique agissèrent de concert pour faire remonter chaleur et sel vers la surface. En termes scientifiques, ce mouvement est nommé transport d'Ekman. Le transport d'Ekman correspond à ce qui se produit lorsque le vent perturbe la surface de l'océan. En soufflant au-dessus de l'eau, il crée une friction qui entraîne la couche superficielle. Sous l'effet de la force de Coriolis, liée à la rotation de la Terre, cette eau en mouvement est déviée d'un angle de 90 degrés par rapport à la direction du vent. Ainsi, au lieu de suivre exactement l'impulsion du vent, elle se décale selon une trajectoire oblique. Le sens de cette déviation dépend de l'hémisphère. Dans l'hémisphère nord, l'eau se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que dans l'hémisphère sud, elle se déplace dans le sens anti-horaire. Le transport d'Ekman s'est révélé être l'élément manquant pour comprendre la Polynie de Maud Rice. Il contribue à équilibrer la salinité et à maintenir la remontée de sel et de chaleur vers la surface de l'océan. Or, à mesure que la banquise fond, l'eau de surface s'appauvrit en sel, ce qui devrait interrompre ce mélange. Les scientifiques ont donc compris qu'un autre mécanisme devait maintenir l'ouverture, impliquant une source supplémentaire de sel, lequel abaisse le point de congélation de l'eau. En réexaminant leurs données et en lançant de nouveaux modèles numériques, ils ont observé que des courants tourbillonnants se forment lorsque le courant de Weddell contourne Maud Rice. Ces mouvements acheminent le sel vers le sommet de la montagne sous-marine. Le transport d'Ekman prend alors le relais. La couche supérieure s'éloigne avec le vent et des eaux plus profondes remontent pour la remplacer. À Maud Rice, cette remontée apporte l'eau très salée accumulée autour du mont sous-marin, ce qui empêche la Polynie de se refermer par le gel. Les scientifiques surveillent étroitement l'Antarctique, car ces transformations influencent l'ensemble du globe. À l'université de Stanford, des chercheurs ont utilisé pour la première fois l'apprentissage automatique afin d'analyser des données satellitaires détaillées sur les mouvements de la glace polaire. En combinant de vastes ensembles de mesures réelles avec des lois physiques, ils ont affiné leur compréhension de la calotte antarctique, la plus grande masse de glace terrestre, presque 2 fois plus étendue que l'Australie. Elle agit comme une immense réserve d'eau douce et contribue à stabiliser le niveau des mers. Les anciens modèles, fondés sur des expériences en laboratoire, peinaient à rendre compte d'une glace réelle traversée de fissures, de bulles d'air et de structures hétérogènes. Plutôt que de décrire chaque détail, l'équipe a entraîné un modèle à partir de données collectées entre 2007 et 2018. Portant sur 5 grandes plateformes glaciaires, elle a ainsi établi de nouveaux schémas de résistance à l'écoulement. Près des terres, la glace est comprimée et suit les prévisions classiques. Plus au large, elle s'étire vers l'océan et adopte des comportements variables selon la direction. Moins de 5% des plateformes sont comprimées,
tandis que les 95% restants échappent largement aux anciens modèles. Ces résultats pourraient améliorer de façon décisive nos projections sur l'avenir de l'Antarctique. Une autre découverte scientifique récente venue d'Antarctique bouleverse l'histoire des oiseaux telle qu'on la connaissait. Longtemps, le récit était simple. Les dinosaures dominèrent la Terre jusqu'à l'impact d'un astéroïde, il y a 66 millions d'années, qui les a presque tous anéantis, à l'exception de quelques dinosaures aviens devenus plus tard des oiseaux comme les aigles ou les poules. Puis, les chercheurs ont mis au jour sur l'île Vega un fossile sans tête de Vegavicia-ai, âgé de 68 millions d'années, soit au moins 2 millions d'années avant la chute de l'astéroïde. Privé de crâne, il ne pouvait déterminer avec certitude ses liens avec les oiseaux modernes, évoquant tantôt les palmipèdes, tantôt les oiseaux de rivage. Près de 20 ans plus tard, une nouvelle expédition a toutefois découvert en Antarctique un crâne d'oiseau. Après un examen approfondi, les scientifiques l'ont rattaché à Vegavicia-ai et conclu qu'il s'agissait d'un ancêtre des oiseaux aquatiques actuels, tels que les huards et les grèbes. Si cette interprétation se confirme, Vegavicia-ai deviendrait l'oiseau moderne le plus ancien connu dans les archives fossiles. Le crâne présentait un long bec effilé, un cerveau sans équivalent chez les oiseaux du Mésozoïque et des traces de puissants muscles mandibulaires, parfaitement adaptés à la plongée et à la capture des poissons. Le reste du squelette montrait lui aussi des caractères favorables à la nage sous l'eau, comparables à ceux des huards actuels. À la fin du Crétacé, l'Antarctique formait une forêt tempérée, éloignée du Yucatan, et aurait pu servir de refuge lors de la catastrophe. Ainsi, les premiers oiseaux modernes auraient pu y survivre. Lorsqu'un immense iceberg, à peu près de la taille de Chicago, s'est détaché de la vaste plateforme glaciaire antarctique, les scientifiques présents ont accompli une première. Ils ont gagné immédiatement la zone afin d'examiner le fond marin nouvellement dégagé. L'exploration des faces inférieures des plateformes de glace est extrêmement complexe. Mais l'iceberg A84 a soudain révélé une surface de 540 km² accessible à l'étude. Les chercheurs ont déployé tout leur arsenal technologique, dont un submersible téléopéré et des robots autonomes, pour analyser le fond et les caractéristiques de l'eau sous-jacente. La vie colonise presque tous les milieux océaniques, des eaux claires peu profondes jusqu'aux abysses volcaniques plongés dans l'obscurité. Mais l'équipe a été véritablement stupéfaite par l'extraordinaire diversité de vie observée en ces profondeurs. Elle a découvert une véritable forêt d'éponges, des araignées de mer géantes, des poissons des glaces, des pieuvres, d'immenses coraux, des anémones et même des méduses abyssales luminescentes. En général, les organismes des grands fonds tirent leurs nutriments de la matière organique qui tombe de la surface. Or, sous une banquise épaisse de 150 mètres, présente depuis la nuit des temps, un tel apport était impossible. Il fallait donc que ces êtres vivants trouvent leurs ressources par un mécanisme totalement différent. Afin d'estimer l'ancienneté de cet écosystème caché, les chercheurs ont examiné les éponges. Celles-ci croissent très lentement, à raison d'1 ou 2 cm par an. Or, les spécimens observés étaient de grande taille, ce qui implique qu'ils se développaient là depuis des dizaines, voire des centaines d'années. L'équipe espère désormais que l'immense quantité de données océaniques et environnementales recueillies durant l'expédition lui permettra de comprendre comment ces écosystèmes ont pu prospérer dans de telles conditions et, peut-être, de mettre au jour des espèces entièrement nouvelles, encore inconnues de la science.